Hello, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 18h aujourd'hui. Au menu ce soir, on va vous faire découvrir ou redécouvrir une drôle de bestiole, c'est le hérisson des bords de Loire. Et puis nous parlerons également de diabète, car vous ne le savez peut-être pas, mais c'est actuellement la semaine de prévention du diabète et c'était l'occasion de faire le point sur cette maladie. Et en fin d'émission, nous retrouverons le meilleur des botanistes de la place nantaise, notre chroniqueur Romaric. Il nous parlera du parfum des roses, non pas des fleurs, mais bien de leur parfum. Voilà le programme de notre émission. Hérisson, diabète et rose, ça commence tout de suite après la virgule. On vous en parlait hier sur cette antenne, était dévoilé hier le programme du Voyage à Nantes 2015 du VAN, avec bien sûr des nouveautés comme un terrain de foot un petit peu incurvé sur l'île Feydeau ou encore un playground lunaire sous la grue jaune. Mais on retrouve aussi dans cette édition de vieilles connaissances comme Résolution des forces en présence. C'est le nom de l'œuvre du Nantais Vincent Mauger, qu'on appelle aussi plus affectueusement et plus simplement le hérisson. Et cette œuvre, elle était place du Bouffay l'année dernière et elle a trouvé un nouvel emplacement dans la ville, sur les bords de Loire. Et c'est une œuvre qui est sujette aussi à interprétation. On l'appelle le hérisson, mais d'autres y voient d'autres choses. Et c'est aussi ça que souhaitait l'artiste qu'on avait rencontré l'année dernière devant son œuvre et qui nous racontait un peu le sens de son titre, Résolution des forces en présence. Donc le titre, il n'est pas là forcément pour expliciter le travail, mais c'est plus pour donner des pistes à la personne qui verra la pièce sans fermer sa lecture. Donc l'œuvre que je souhaitais installer ici, c'est pour à la fois dialoguer avec l'architecture et avec le public qui est présent sur la place par les cafés. Donc je souhaitais que ce soit une œuvre assez grande dimension et qui a un peu du répondant par rapport au public de la place et qui puisse évoquer différents styles d'univers, à la fois des univers, on peut y voir une forme animale, une forme plus végétale, mais aussi un objet très technique, très sophistiqué. Donc il y a différents types de lectures comme ça, différents univers qui se rassemblent dans un seul objet. Voilà, pas forcément un hérisson, c'était plutôt ouvert et on est allé voir cette œuvre dans son nouvel environnement. Hier, elle a déjà été installée et il y a toujours du public autour qui peut réagir et qui est toujours curieux d'ailleurs de cette œuvre et de savoir ce qu'elle peut représenter. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage de Jean-Michel Naga. Il a trouvé son port d'attache sur les quais de l'île de Nantes. Après la place du Bouffay l'été dernier, celui qu'on surnomme le hérisson s'est installé au pied de la grue jaune et il ne laisse pas les passants indifférents. Moi, quand je l'ai vu pour la première fois sur la place Bouffay, ça m'a fait penser à un porc-épic. Je trouvais ça assez brut et un peu violent, mais finalement, elle avait bien sa place sur la place Bouffay. Le fait d'être près de l'eau, avec ce flux et cette forme comme ça là, qui flotte, elle résonne vraiment d'une manière très différente. Je trouve ça intéressant. À la base, je crois que c'était une sculpture mobile. Je crois que ça tournait en fait. Ça fait peut-être écho aux hélices des bateaux justement, ou même pas que aux bateaux, au carrousel qui est derrière aussi. L'œuvre a trouvé sa place, mais cette résolution des forces en présence de son vrai nom ne fait pas toujours l'unanimité. J'aurais mieux voulu qu'ils mettent un beau palmier. Ouais. C'est vrai que ça me fait penser un peu à ça, enfin les pointes. Mais c'est tout. Ça ressemble à rien pour moi. Il y a un peu la forme d'un vortex, on a l'impression que ça siphonne pas mal de choses et puis on sent un léger danger quand on cherche à s'y approcher, comme si on allait s'être embroché comme un agneau. Sans aller jusque-là, heureusement, une barrière interdit désormais l'accès à l'œuvre pour des questions de sécurité. Voilà, donc on peut y voir beaucoup de choses, un vortex, des hélices de bateau et éventuellement une broche pour embrocher des agneaux, pourquoi pas. À votre tour en tout cas d'aller y faire un tour et puis d'y voir ce que vous voulez. C'est déjà un avant-goût du voyage à Nantes qui démarre officiellement le 3 juillet, on en reparlera bien évidemment. Mais tout de suite, on va parler de la semaine de la prévention du diabète. Elle a déjà démarré depuis le 6 juin dernier et elle va durer jusqu'au 13 juin. C'est la semaine de prévention du diabète en ce moment même, 4e édition du genre, portée notamment par l'AFD, l'Association française des diabétiques, que nous recevons aussi ce soir à travers ses représentants locaux. Bonsoir. Bonsoir. Roselyne Galerne et Michel Mallard, vous faites partie tous les deux de l'AFD 44, on va dire ça comme ça, ce sera plus rapide, Association française des diabétiques, présidente et vice-président. Voilà, ce sont les membres éminents de cette association qui sont avec nous. Et à vos côtés, Lucie Chailloux, qui est
endocrinologue ou diabétologue, on peut dire également au CHU de Nantes. Bonsoir à tous les trois et merci d'être avec nous ce soir. On va peut-être commencer par le commencement, redire à tout le monde ce qu'est le diabète. C'est quoi cette maladie? Qu'est-ce qui est altéré dans le fonctionnement du corps quand on est atteint de diabète? Alors, le diabète, c'est une maladie chronique qui se caractérise par une élévation chronique de la glycémie, donc le taux de glucose dans le sang, et donc du taux de sucre, qui se mesure donc par prise de sang, notamment le matin à jeun. Et donc, il y a plusieurs types de diabète. Le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle le diabète de type 2. Le plus souvent, il arrive de façon très progressive, je dirais sournoise, parce que longtemps sans symptômes. Et donc, il y a tout intérêt de faire un dépistage quand il y a des facteurs de risque. Et c'est tout l'intérêt de ces informations. Cette semaine aussi de mobilisation, évidemment. Donc vous dites diabète de type 2 qui peut arriver un petit peu sur le tard, de façon sournoise, comme vous l'avez dit. Le diabète de type 1 étant plus de nature génétique, on pourrait dire, ou il est découvert plus tôt? Non, alors il y a une certaine prédisposition génétique, mais dans les deux types de diabète, et on la retrouve à la limite plus souvent dans le diabète de type 2. Et le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune. Ce sont des cellules immunitaires qui vont aller dans le pancréas pour aller agresser les cellules à insuline. Et petit à petit, on fabrique de moins en moins d'insuline jusqu'au jour où il n'y en a plus assez pour maintenir une glycémie normale. Parce que pour réguler le taux de glucose, le taux de sucre, on a besoin d'insuline. Et quand on ne fabrique pas assez d'insuline, il y a le diabète. Et dans le diabète de type 1, les symptômes sont en général assez bruyants, avec une perte de poids, un besoin de boire et d'uriner très fréquemment, notamment la nuit. Donc on le détecte plus facilement qu'un diabète de type 2, du coup, puisqu'il y a justement... Plus, c'est 6 à 8 litres souvent, donc c'est très important. Donc là, en général, le généraliste ne se trompe pas. Ça met la puce à l'oreille. Les symptômes sont suffisamment clairs. Et puis il y a aussi le diabète qui est lié à la grossesse, par exemple, c'est une autre forme de diabète évidemment. Cette semaine de prévention, le mot d'ordre évidemment c'est le dépistage, voilà, faites-vous dépister. Le mot d'ordre en plus cette année c'est vraiment la mobilisation, on va le voir sur la fiche de communication, ils ont un petit peu parodié les campagnes de mobilisation de la guerre 14-18 ou 39-45, voilà, c'est la mobilisation générale. L'année dernière c'était plutôt léger, c'était en mode Lucky Luke, voilà, on a retrouvé les affiches, c'était assez rigolo. Ça, c'est il y a 2 ans, 3 ans. Voilà. Oui, il y a 2-3 ans, ouais, voilà. Donc ça, c'était la communication. Ça, c'est celle de l'année dernière. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on a vu, je crois, voilà, avec les Dalton et Lucky Luke. Et on a eu le Lucky Luke. Et donc c'est une communication qui se veut, voilà. Vous, plus vite que le diabète, dégainez votre test de rythme. Voilà. Une communication qui se veut aussi un petit peu décalée, évidemment, mais pour sensibiliser les gens, parce que peut-être on banalise trop aussi le diabète, on le connaît mal, on le mélange avec peut-être d'autres maladies, le cholestérol, on n'identifie pas bien tout ça. C'est important de refaire le point. Ben oui, et puis surtout de prévenir les gens qui, quand il y en a dans la famille... Tu as dit le docteur Chailloux tout à l'heure. Oui, le problème, c'est qu'on ne le sent pas. Oui. Il ne dit rien. Le fameux diabète de type 2. De type 2, voilà. Ouais. Donc, quand il y en a dans la famille, eh bien, c'est de faire une analyse de sang à jeun tous les ans, quoi, en moyenne. Mais est-ce qu'on a aussi tendance à banaliser le diabète en disant, voilà, comme si c'était une maladie banale avec laquelle on peut vivre banalement, à tort, quoi. C'est pas l'impression qu'on a au travers des permanences. C'est plutôt, les gens ont peur un peu. Autant ils parleront facilement de leur cholestérol que quand on parle de diabète, les gens, ceux qui sont susceptibles de l'avoir, généralement avec des beaux petits ventres, eh bien, ils se sauvent. Ils se sauvent. Ah, c'est ce constat qu'on fait chaque semaine de prévention, nous voir en permanence, mais plutôt en permanence, ils viennent nous voir, donc c'est un peu moins vrai. Mais quand on fait des semaines de prévention, là, comme récemment, dans les locaux commerciaux, on voit des chariots bien pleins de cochonneries alimentaires. Et à côté de ça, les personnes, quand on leur dit c'est pour le diabète, niet. Alors après, on peut les accrocher en les faisant rire voilà, à travers ça. Ouais. Ça, c'est important. Voilà l'image. Là, des fois, on arrive à les choper plus facilement. Là, après, on rentre dans l'explication. Le vif du sujet aussi. Mais si vous parlez du diabète, hop. C'est vrai que quand l'annonce d'un diabète est faite, alors on a un peu tout l'éventail possible des réactions. Parce qu'il y a des gens qui en connaissent dans la famille, qui connaissent des gens qui vivent très bien avec leur diabète, qui sont en très bonne santé, parce qu'un diabète bien géré, dont on s'occupe bien, finalement, on vit tout à fait normalement. Et puis, il y en a d'autres qui vont avoir une vision plutôt négative, peut-être parce que dans l'entourage, ils auront eu, entre guillemets, un mauvais exemple, quelqu'un avec qui il y aura eu des complications, puisque ce qui fait peur, c'est les complications du diabète. On peut dire quelles sont ces complications ? Alors, il y a les complications qui touchent les micro-vaisseaux, et notamment au niveau des yeux et au niveau des reins.
Et il y a les complications des gros vaisseaux. Ça fait partie de la maladie athéromateuse, des maladies cardiovasculaires. Donc, c'est un facteur de risque à côté du tabac, du cholestérol, de l'hypertension, des maladies cardiovasculaires comme l'infarctus, l'accident vasculaire cérébral ou l'artérite des membres inférieurs. Donc, et puis, il peut y avoir également des complications au niveau neurologique avec une perte de sensibilité qui favorise un risque de plaie au niveau des pieds. Mais tous ces risques, il faut savoir qu'il est possible de les éviter, voilà, de les éviter, en traitant le diabète et l'ensemble des facteurs de risque cardiovasculaires associés. Alors, il y a quand même une augmentation aussi des cas de diabète. Il y a 400 nouveaux cas qui sont diagnostiqués chaque jour en France. C'est aussi lié à l'évolution de nos modes de vie, parce qu'on l'a compris un petit peu en creux. Il faut faire attention à son alimentation, il faut aussi faire attention à son activité physique. Enfin, ce sont les recommandations générales, mais qu'on retrouve aussi dans le cas du diabète. Il y a plus de cas parce que voilà, c'est nos modes de vie modernes qui sont en cause. On n'est plus inactif, oui, c'est vrai. Il y a deux cours qui se suivent, en fait, le diabète et l'obésité. Tout à fait. Parallèle. Avec donc d'une part l'équilibre alimentaire et puis le manque d'activité physique. Et alors il y a un autre facteur de risque qui lui n'est pas modifiable, qui est l'âge, puisqu'en fait plus on avance en âge, plus le risque de diabète augmente. Donc ça, c'est plutôt à partir de 50 ans, c'est ça pour le À partir de 40-50 ans, le risque augmente et il augmente d'autant plus qu'il y a d'autres facteurs associés, antécédents dans la famille de diabète. Surpoids ou obésité, et notamment le surpoids abdominal, là, au niveau du ventre, comme disait Michel Mallard, qui a chez les femmes un antécédent de diabète de grossesse, le fameux diabète gestationnel, ou un antécédent de gros bébés, de bébés de plus de 4 kilos à terme. Et ça fait plusieurs choses quand même sur lesquelles il faut être vigilant, on le voit bien. Qui doivent mettre la puce à l'oreille et faire encourager à faire un dépistage surtout, régulier. Parce qu'il y aurait 700 000 personnes en France qui seraient atteintes sans le savoir. C'est énorme comme chiffre, c'est assez impressionnant. Et pour clore sur la nutrition, tout à l'heure, il faut quand même reparler de ce qui se passe aujourd'hui. Nos enfants, nos petits-enfants, nos adolescents sont canapé, télévision, micro, et à côté, que des pains, des brioches, du Coca-Cola, des jus de fruits. Donc on voit, le docteur pourra parler plus facilement que moi, quand même des adolescents, 12-15 ans, être atteints de diabète de type 2. C'est quand même complètement... C'est quelque chose de nouveau. En France, ça reste très rare, heureusement. Dans les pays tels que les États-Unis, où il y a encore plus de problèmes d'obésité qu'en France, et c'est vrai qu'ils voient des diabètes de type 2 chez les adolescents, ce qui ne se voyait pas du tout il y a 20 ans. Alors, comment on fait d'ailleurs pour se faire diagnostiquer? Du coup, si voilà, là, les gens qui nous écoutent se disent « mince, j'ai ça, comment on fait pour se faire diagnostiquer le diabète ?» Il faut provoquer votre généraliste. C'est ça. Voilà. Parce qu'en fait, le test de dépistage, c'est de faire une prise de sang à jeun pour mesurer la glycémie, le taux de glucose. Parce qu'il y a eu à un moment donné des tests juste avec le doigt, mais ça, c'est peu fiable. C'est pas aussi fiable, c'est clair. C'est pas aussi précis. C'est bien, donc, quand il y a des campagnes de sensibilisation, il peut y avoir des dépistages au niveau des pharmacies. On verra les écarts, et donc on peut décider quand même, on peut dire attention, celui-là, mais même avec ça, déjà, ça vous donne une petite idée. Mais c'est vrai que le vrai test, c'est le test à jeun en labo. Alors vous dites ça parce que ça, c'est aussi un questionnaire. C'est ce que vous avez fait samedi dernier au marché de la Petite Hollande. Vous avez posé des questions aux gens pour savoir est-ce qu'ils sont à risque. Voilà. Et selon... il y a 5 questions. Oui. Donc c'est quel âge, connaissez-vous des diabétiques dans votre famille, l'heure de test sanguin, le taux de sucre est-il élevé. Après, c'est découvrez votre indice de masse corporelle et pratiquez-vous une activité physique. Et voilà, donc, et après, selon les poids, on est à risque ou pas. Voilà, c'est ce genre de questions qui va engager à aller faire un test de dépistage. Voilà, mais donc c'est quand même la prise de sang qui reste le meilleur des tests, à jeun. Qui décide. On imagine aussi, après, dans la vie de tous les jours, c'est aussi le sens de votre association, l'Association française des diabétiques, c'est d'accompagner ces personnes qui sont atteintes de diabète dans leur vie de tous les jours. C'est quoi les moments un petit peu compliqués quand on est atteint de diabète dans le quotidien? C'est le moment des repas, surtout c'est déjà bien avoir compris le fonctionnement de sa maladie et puis de se l'approprier aussi. Parce qu'on est, disons, pour les diabétiques de type 1, c'est tous les jours qu'il faut faire attention à ce que l'on mange et de varier les doses d'insuline selon ce que l'on mange ou l'activité physique.
Donc voilà. Et un régime alimentaire aussi adapté? Est-ce qu'on peut parler de régime? Alors là, volontairement, je vais vous couper parce que je vais être volontairement provocante et dire non, arrêtez les régimes. Les régimes, ça fait grossir. Parce qu'on perd 5 kilos, on en reprend 10. Non, régime alimentaire au sens d'une hygiène, d'un équilibre alimentaire. Voilà, il faut Ouais. avoir une bonne hygiène alimentaire. C'est vrai que vous caricaturiez un petit peu l'adolescent à côté de son ordinateur, etc. Il y a des dérives. C'est vrai que de nos jours, on a accès à énormément de suralimentation et je dirais qu'il faut rétablir un peu de bon sens et d'équilibre alimentaire. Il ne faut pas diaboliser le sucre. Oui, c'est ce que j'allais dire, on peut quand même manger du sucre encore. Tout à fait. Oui, voilà. Sur mes dernières petites bouchées de mon petit déjeuner le matin, sur chaque tartine, je mets un petit peu de confiture que j'ai faite. Ah oui, faites maison en plus. Il y a moins de sucre. On peut doser en tout cas. On peut doser. Sucré quand même. C'est les excès, que ce soit de sucre ou de graisse, parce que finalement, il y a beaucoup de gens qui disent « mais moi, je mange jamais sucré, je comprends pas, je fais un diabète ». Mais ils ont une alimentation trop grasse et qui les a fait prendre du poids, ils bougent pas, et voilà, et on arrive aussi au diabète. Et alors, côté traitement, il y a eu des améliorations aussi récemment. On n'est peut-être plus obligé de se piquer quotidiennement. Enfin, comment... Disons, il y a la pompe à insuline qui évite les piqûres quotidiennes. Mais autrement, maintenant, c'est vrai qu'avec les stylos, il y a beaucoup quand même d'améliorations au niveau matériel. Donc, le stylo, c'est pour prendre sa glycémie? Pour l'insuline. Pour l'insuline. Alors, pour les traitements, c'est vrai que les traitements par insuline, donc il y a les piqûres avec les stylos qui sont vraiment faciles à manipuler. Et on peut regretter que... Alors, autant le diabète de type 1, on n'a pas le choix. Le traitement, c'est d'emblée l'insuline. Et donc, soit les injections, en général 4 fois par jour, ou la pompe à insuline, avec toute une éducation. On parle d'éducation thérapeutique des patients. Roselyne Galère nous soulignait, c'est important de s'approprier son diabète et de savoir le gérer. Et puis de connaître comment on fonctionne aussi. Voilà. Parce que finalement, on va adapter le traitement au mode de vie des gens, à leur alimentation, à leur activité, et pas leur imposer un mode de vie très strict sous prétexte qu'il y a un diabète. À côté de ça, il y a aussi les traitements par voie orale, en comprimé, pour le diabète de type 2. C'est vrai que la majorité des diabètes de type 2, au départ, on va bien les équilibrer avec des comprimés, mais au fil des années, le pancréas va tendance à s'épuiser et à fabriquer moins d'insuline. Et donc, beaucoup de diabétiques de type 2 finissent aussi par avoir besoin d'insuline. Pas tous, mais un grand nombre. Et là, on peut voir que malgré la facilité maintenant qu'il y a, il y a toujours des freins à débuter l'insuline. C'est quelque chose qui fait un petit peu peur. La piqûre, ça fait peur. Tout le monde, y compris. Moi, je suis à part. C'est moi qui les ai demandé. Voilà. Après, il y a des cas particuliers. Mais c'est Roselyne qui m'a aidé. Les diabétiques de type 2 viennent souvent nous voir, justement, et nous posent des questions sur ce passage. Et on essaye de lever les blocages. De les rassurer. Voilà. Parce que vous avez une permanence à Saint-Sébastien-sur-Loire. Non, vous pouvez... non. Le siège est à Saint-Sébastien. Voilà. Le premier mardi de chaque mois, on a une permanence à l'EBACO, à la Maison des associations. Voilà, de 14h à 18h. Pour renseigner également les gens qui pourraient découvrir qui sont atteints de diabète. Il y a aussi un accompagnement qui va au-delà juste de la maladie, mais dans la vie de tous les jours, peut-être par rapport au travail, parce que c'est vrai que c'est une contrainte aussi d'avoir cette maladie quand on travaille, ou même dans des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, mais par exemple les emprunts. Vous accompagnez aussi les personnes atteintes de diabète dans ce genre de démarche? Oui, la Fédération française des diabétiques a mis, avec la société Eurodidas et Alliance, disons des assurances pour que les diabétiques puissent emprunter. Et comme ça, bien... Ils sont suivis, disons, pour avoir accès à cette assurance, il faut adhérer à l'association et avoir un suivi régulier. Disons, qui est demandé par l'assurance de façon à être assuré qu'il y a un suivi convenable. Mais ça permet aux personnes diabétiques d'avoir accès à des assurances parce que sinon, ils se trouvent confrontés soit à des refus, soit à des surprimes qui sont assez... Donc c'est aussi pour ça que des associations comme la vôtre existent, pour accompagner justement les personnes atteintes de diabète. Donc je vous invite aussi à aller sur le site internet, il y a un contrelediabète.fr qui est un site lié à l'événement, cette semaine de prévention, et aussi le site de l'AFD, Association française des diabétiques, qui donne ce genre d'informations dont on a parlé également ce soir. Merci à vous trois d'avoir été sur ce plateau. On espère qu'on a
bien éclairer nos téléspectateurs et qu'ils iront se vit le faire diabète comme tout dépister. le monde, hein. Moi, j'ai des amis qui voyagent avec moi, ils me disent Michel, on dirait jamais que tu as du diabète, toi. Je dis non, mais peut-être que des fois, sur la part de gâteau, sur le pain, je joue quand même un petit peu. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais voilà, vous êtes ça, l'exemple qu'on mène une vie tout à fait normale. Tout à l'heure, c'est pas, non, c'est pas, il n'y a pas de difficulté à vivre avec le diabète. D'ailleurs, même, on a eu une réunion un jour d'un diabétologue qui nous avait dit à l'entrée, êtes-vous diabétique? Peut-être accueillir notre chroniqueur, Romaric, qui va nous parler de roses et du parfum des roses tout de suite. Vous me disiez tout à l'heure en coulisses, monsieur Ménard, que j'étais bavarde, mais vous l'êtes également. Hein. Non, mais restez avec nous, restez avec nous. Mais oui, on va parler de... C'est l'apéro? Non, c'est pas l'apéro, non, pas du tout. Pas de Nord. Hein. Je vois ça. On va parler du parfum des roses. On va aller à la Beaujoire avec vous, mais pas pour parler de foot, donc. Voilà, c'est Non, ça. c'est ça. Mais j'attendais la suite du diabétologue, j'étais en salle-gris et tu m'as coupé, du coup j'ai Bah oui, mais c'est pour que vous puissiez arriver, parce que vous avez beaucoup de choses à nous dire merci, ce soir. Donc, on parle du parfum des roses. Bah voilà, ça, t'avais invité une Roseline, alors je me suis Ouais, dit, pas on mal, hein. va être dans la thématique. Bien vu, bien vu. Voilà, comme ça. Du coup, voilà, j'ai pris une rose, voilà, au pif, celle que le fleuriste vendait, ça on n'a pas, genre, des ventes. Ah. Je me suis sacrifié pour tes Nantes, faut pas le Vous dire. avez mis de votre poche. Voilà, c'est ça. Du coup, les roses, à la base, c'est des rosacées, donc elles ont normalement 5 pétales. Ça se voit un peu parce qu'elles ont 5 sépales derrière le... Hop, j'ai jamais vu sur l'écran, enfin bref, ce qu'il y a derrière. Et du coup, normalement, c'est comme la fleur de fraise de l'autre fois, tu te rappelles, c'est la même famille, voilà. Et du coup, par des hybridations, on a transformé toutes les étamines, en fait, en pétales. Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de pétales, mais normalement, à la base, une vraie rose, il n'y a que 5 pétales. Et donc ça, il y a pas mal de créateurs qui en font. Et comment, je sais plus, tu avais dit un mot super intelligent pour dire le métier, c'est le même nom que... Ah oui, un aptonyme. Et voilà, c'est ça. Voilà. Et ben, tu peux le replacer. Parce que les 2 grands créateurs à Nantes, en France, pardon, c'est les pépinières Adam et Ève. Ah, c'est super. Ah bah tu vois, oui. Quand tu fais de la création, c'est quand c'est même... plutôt bien trouvé. Et donc oui, là, vous nous parlez de roses, parce que vous avez déjà parlé de roses dans cette émission pour les fidèles qui nous suivent. Mais là, c'est parce qu'il y avait la Biennale internationale de la rose parfumée. On parle bien du parfum. Voilà, c'est ça. Du coup, c'est à la Beaujoire, du parc de la Beaujoire et du concours qu'il y a. Donc c'est le seul concours qui a lieu. Peut-être voir les Biennales, le site déjà de la roseraie. Qui est une des plus belles roseries au monde. Il y en a une vingtaine, quand un award international, celle-là en fait partie. Donc c'est vraiment, et c'est la plus grande collection de France quand même. Il y a 20 000 pieds différents, il y a 20 000 pieds de rosiers. Donc c'est vraiment une roseraie exceptionnelle. Et là, on voit l'image d'une zone qui s'appelle le Clos des roses parfumées, qui est interdite pendant 2 ans au public, dans lequel on va cultiver une trentaine de nouveaux pieds de rose pendant 2 ans, que les obtenteurs nous ont mis à disposition. On les laisse là et nous, on vérifie une cinquantaine de critères, notamment, en gros, est-ce qu'elle ne chope pas la maladie, des insectes, est-ce qu'elle fait quand même des roses et non pas une tous les 3 ans. Et si elle passe ce cap-là, après, on a une fois tous les 2 ans, donc c'était là vendredi. De laboratoire, en somme. Ouais, laboratoire, test, voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, on fait venir les grands nez. Et quand je dis les grands nez, c'est-à-dire ceux qui conçoivent les parfums de chez Guerlain, voilà, de 3 marques, il faut dire. Chanel, Paco Rabanne, il fait du parfum, Paco Rabanne. Ouais, je crois. Il en fait encore. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, tant qu'ils ne croient pas aux martiens, tout ça. Oui, voilà. Et du coup, voilà, ces grands nez qui conçoivent et qui imaginent. Donc, ils arrivent, ils ont quand même une palette de. Tu sais combien d'odeurs? Non, je ne sais pas, les 1000. J'étais avec vendredi. 2000 minimum, ils sont entre 2000 et 3000 selon les personnes, quoi. Et donc ils s'entraînent bien évidemment tous les jours à sentir des centaines et des centaines de parfums. Quand ils sont enrhumés, ils sont en chômage technique. Ben oui, c'est vrai. C'est ce qu'il me disait. On fait des équations quand on est enrhumé. Bah oui, quand on est né, forcément. Et donc du coup, ce jury-là passe devant ces 30 roses-là et sélectionne la rose qui sent le meilleur, entre guillemets, dont il préfère le parfum. Et du coup, c'est le seul concours au monde de roses pour le parfum. Et du coup, cette rose a un prix après de roses parfumées. Oui, voilà, c'est ça. Alors, il y a eu déjà des lauréates en 2012, qui sont, on peut les voir dans le jardin, dans le parc. Voilà, c'est quelques images, voilà. C'est ça. 2012, 2010, 2008, tous les 2 ans, on remet les années de Floralie, des fois il y a une année qui est sautée. Mais sinon, effectivement, toutes celles qui ont déjà gagné, on les met. Donc, ce qui fait que si vous voulez acheter une rose et qu'elle sente, moi je pense qu'on pourrait presque rétablir la peine de mort pour ceux qui ont fait des rosiers sans odeur. Franchement, il faut être fou. C'est violent, ça, quand même. Non, voilà, une petite fessée. Voilà.
mais disons que quand même les rosés c'est sympa si ça sent. Et du coup, Ouais. si on veut en acheter un et vérifier qu'il sent bon à l'avance, que c'est pas juste sur le panneau, et puis avoir l'odeur qu'on préfère, on va à la Beaujoire, donc dans l'endroit où il y a les gloires, enfin toutes celles qu'on gagnait, et on Pour voit toutes celles faire, qui ont été son primées, repérage. et voilà, on fait son repérage. Avec des descriptifs qui sont assez rigolos, on a vu sur les petits panneaux, mais par exemple, c'est des notes florales rosées type Damanesca, de nuances vertes fruitées type rhubarbe sur fond vanille hérissé. Ça, c'était celle qui a gagné en 2012 le Grand Prix de la ville de Voilà, Nantes. t'as voulu me C'est couper comme, ce pied, voilà. Voilà, comme les vins, quoi, un peu. Voilà, les descriptifs c'est en de fait notes. la première, en fait une rose juste ça sent, j'ai encore une minute, c'est ça 30 secondes. 30 secondes. Une rose ça sent, on fait. Et hop, ça dure 1 seconde pour sentir. Il faut juste comme ça. Sinon, on a les notes de fond qui restent. Et donc, on sent d'abord les notes de tête, c'est les fruits. Après, on sent plutôt les notes florales, ça reste. Ouais. Et puis après, les notes de fond, genre balsamique, tout ça. Voilà. Effectivement, cette année, je te fais comme toi, c'était l'odeur appelée le litchi, la pêche, l'abricot, la mangue, fruit de la passion, couronné sur une note fraîche d'agrumes, citron, bergamote, annoncer une nuance lit de vin. Pour une seule Voilà. rose. Tout, Pour la tout rose, un Roberto poème. Alagna. Voilà, Roberto Alagna, c'est le nom de la rose créée par Adam. Voilà. Exactement, un des deux. Voilà, merci beaucoup Romaric pour toutes ces explications sur le parfum des roses et merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée sur Télé Nantes.